Nous sommes en juin 1945. L'événement, c'est le retour au pays d'un héros de guerre, d'une envergure inégalée dans l'estime de ses compatriotes. La phase européenne de la plus grande guerre que les Américains aient connue est terminée. L'accueil chaleureux du général Dwight Eisenhower par ses concitoyens d'Abilene au Kansas reflète la joie intense d'une nation qui retrouve la paix et la fierté, et qui fête le plus célèbre enfant d'Abilene. C'est aussi le témoignage d'une immense gratitude ressentie par tous dans les pays alliés envers l'homme qui organisa la campagne qui mena à la victoire. Sa croisade connut de nombreuses batailles, des triomphes, mais son symbole est le jour le plus long. Le jour J, le 6 juin 1944. L'invasion de la forteresse Europe fut la plus grande opération militaire de tous les temps. Le sort de la guerre reposait sur l'issue de cette entreprise courageuse. Puisque tant d'espoir était lié au succès de cette aventure, l'architecte de ce succès gagna le cœur des hommes depuis l'Europe jusqu'à Abilene, la ville où l'aventure de Dwight David Eisenhower avait commencé. Après la guerre, Abilene était une ville dynamique et fière, de presque 7000 habitants, au milieu des cultures céréalières. C'était une ville typique du Middle West des États-Unis, des villes que l'on surnomme grassroots, racines terriennes. Ses rues et ses bâtiments témoignaient de la vie et de la croissance de l'Amérique. Une des fiertés d'Abilene, le musée Eisenhower, était visité quotidiennement par des citoyens venus de tous les États du pays. À l'intérieur du musée, une série de peintures murales dépeint la vie de Dwight Eisenhower. Dès l'enfance, sa vie avait le parfum de ses racines terriennes. Eisenhower est né en 1890 à Denison au Texas d'une famille d'immigrés européens venus de Pennsylvanie et qui s'installa dans le Middle West. Les parents du jeune Eisenhower avaient vécu à Abilene et s'y installèrent après sa naissance. C'est là qu'il vécut jusqu'à sa majorité, menant une enfance active, passionnée et heureuse, une expérience partagée avec ses parents. Pendant cette enfance, le sport joua aussi un rôle important. La vie de la famille Eisenhower était active et marquée par la pratique religieuse. Suspendu sur le mur de la chambre de Dwight et de son frère Edgar, une simple profession de foi, que sa volonté soit faite. C'était une maison faite de patriotisme, de foi, de respect des choses de l'esprit. Dwight avait 20 ans quand il quitta Abilene pour l'académie militaire de West Point, où tant de grands Américains commencèrent leur marche vers l'histoire. Eisenhower fut diplômé de l'académie en 1915 et nommé second lieutenant d'infanterie. Une phase nouvelle commença pour Eisenhower. L'été 1916, avec sa nouvelle promotion au rang de premier lieutenant. En poste au fort Sam Houston, dans le Texas, il se maria avec Mamie Geneva Doud de Denver, Colorado. Cependant, les événements en Europe allaient changer la vie du monde entier. La Première Guerre mondiale offrit à de nombreux futurs généraux leurs premières expériences de combat, mais pas au jeune Eisenhower. Pendant la Grande Guerre, il commanda un centre d'entraînement de la nouvelle division de chars, destinée à être en poste à l'étranger. On lui décerna la médaille de distinction pour ce commandement, mais la guerre fut terminée avant qu'il ne puisse aller en Europe. À la fin des années 20, après l'école de commandement interarmes, le major Dwight Eisenhower partit pour la première fois en Europe. Il fut en poste en France pour préparer le guide des champs de bataille américains à travers le continent. Les années 30 apportèrent d'autres missions, culminant avec son service auprès du général Douglas MacArthur dans les Philippines. Il travailla pendant 4 ans avec MacArthur, commandant en chef de l'armée philippine, pour aider le gouvernement du Commonwealth à développer une stratégie pour sa défense militaire.
Rappelé aux États-Unis en décembre 1939, le lieutenant-colonel Eisenhower partit à Fort Lewis, dans l'État de Washington, comme officier en chef du 15e régiment d'infanterie. Le sombre printemps de 1940 vit les divisions blindées allemandes foncer à travers la Hollande et la Belgique. La Luftwaffe déclenchait la destruction dans les cieux de l'Europe. La France tremblait et le Royaume-Uni était seul. La loi du service sélectif fut votée aux États-Unis pour se préparer à l'inévitable. Ce fut le devoir du colonel Eisenhower de prendre part à cette préparation. Vers la fin de 1940, il fut nommé chef d'état-major de la 3e division, où sa diligence et son travail acharné lui permirent d'obtenir une nomination au poste de chef d'état-major du 9e corps d'armée. L'été 1941, le colonel Eisenhower devint chef d'état-major du général Walker Kruger, qui se préparait avec la 3e armée nouvellement organisée à participer aux manœuvres de guerre les plus réalistes menées par les troupes américaines. La tâche d'Eisenhower, lors de ses manœuvres dans la campagne de Louisiane, pendant que l'Amérique luttait contre la montre pour entraîner une armée de civils de plus en plus nombreuse, était de planifier la stratégie de défense contre une force d'invasion mécanisée. Peu après la fin des manœuvres, Eisenhower fut promu brigadier général. Quelques jours plus tard, les Japonais attaquèrent Pearl Harbor. Dès lors, les destins de la nation et du général Dwight D. Eisenhower seraient inextricablement liés. Qu'a dit MacArthur à sa femme quand on lui a posé la question « Eisenhower ferait-il un bon président ?» Il est dit qu'en regardant Ike accepter sa nomination par le Parti républicain pour la campagne présidentielle, le général MacArthur a dit à sa femme « Ike ferait un très bon président. Il était le meilleur secrétaire que j'ai jamais eu. » Rappelé à Washington, dans les premières semaines de la guerre, Eisenhower travaille pour le ministère de la Guerre au bureau de planification. Parmi les objectifs, la détermination stratégique d'une éventuelle offensive contre l'Allemagne à travers la Manche. Dans le musée Eisenhower, une peinture murale met en scène le parcours foudroyant de son ascension de personnage public à la stature emblématique. Puisqu'une traversée de la Manche n'était pas possible avant 1944 et qu'une offensive immédiate était nécessaire en 1942, les Alliés mirent sur pied une opération commune sous le commandement du général Dwight Eisenhower, l'invasion de l'Afrique du Nord. L'objectif plancher de cette manœuvre était de prendre les ports principaux entre Casablanca et Alger. Les troupes qui débarquèrent fin novembre le long de la côte d'Afrique du Nord rencontrèrent peu de résistance à Alger, mais bien plus à Casablanca. L'espoir d'Eisenhower était de progresser rapidement le long des côtes méditerranéennes vers l'est et de prendre les postes importants de Bizerte et de Tunis. Mais de nombreuses circonstances défavorables, y compris des conditions météo atroces, poussèrent le commandant à retarder l'assaut final. Cependant, au printemps, les troupes du 2e corps d'armée d'Omar Bradley purent prendre Bizerte et au même moment, Tunis tomba grâce à la première armée britannique. Ces victoires marquèrent le déclin des forces de l'Axe. Les commandants alliés et leurs hommes commémorèrent fièrement la victoire. Un des plus grands bénéfices de cette victoire, d'après le commandant en chef, fut le réel progrès constaté dans l'unité des Alliés et la formation d'une véritable équipe de combattants qui montrait déjà les avantages d'une confiance réciproque grandissante. La fin de cette campagne réussie apporta la reconnaissance personnelle à Eisenhower. Désormais, il serait considéré comme un grand commandant à travers le monde. Mais le commandant interprétera cette reconnaissance comme une preuve que l'homme libre peut trouver la victoire dans l'union, même si toutes les chances sont contre lui. La grande étape suivante, la Sicile, prouvera une fois de plus cette simple vérité.
Les troupes alliées prirent cette île vitale l'été 1943. Les Alliés se préparaient désormais à la bataille la plus sauvage de la guerre méditerranéenne, l'invasion de l'Italie. À travers un mélange miraculeux de courage et de ténacité, les troupes de la 5e armée du général Mark Clark établirent une tête de pont, luttèrent contre des forces allemandes pourtant bien supérieures en nombre et prirent Salerne et le port vital de Naples. Même s'il restait encore de durs combats et d'importantes batailles, avec ces victoires, les premiers objectifs importants de la campagne italienne étaient atteints. Les forces alliées étaient sur le sol européen et pourraient garder les troupes allemandes loin de la scène de l'invasion sur la Manche, planifiée pour l'année suivante. Peu après les conférences de Téhéran et du Caire, le général Dwight Eisenhower fut nommé aux commandes de cette impressionnante opération. Et le monde libre l'appela désormais l'homme de la situation. Pourquoi Eisenhower a-t-il arrêté l'avance des Alliés sur l'Elbe ? Ike savait que tous les territoires conquis au-delà de l'Elbe seraient sous la responsabilité des Soviétiques après la capitulation germanique. Une autre peinture murale du musée Eisenhower représente les événements majeurs de la Grande Croisade qui libéra l'Europe. L'ordre donné au commandant suprême par l'ensemble des chefs d'état-major fut simple: débarquer sur les côtes françaises et détruire les forces terrestres allemandes. Entre l'ordre et son exécution se trouvait une épreuve gigantesque. De l'autre côté de la Manche, des fortifications s'alignaient sur les côtes françaises, montrant la conviction des nazis qu'ils pouvaient repousser les armées d'invasion à la mer. Rien qu'en France, 58 divisions allemandes attendaient. La préparation de l'invasion fit l'objet d'un travail sans relâche. Un entraînement incessant et réaliste fut d'une importance primordiale. Tout était accablant, du défi à maintenir le moral des hommes jusqu'aux myriades de détails dans la coordination. Mais les préparatifs continuèrent tout au long des premiers mois tendus de 1944. Finalement, après avoir été repoussé d'un jour à cause du mauvais temps, la veille du jour J arriva. Le commandant visita les troupes aériennes qui mèneraient l'invasion. Il écrira plus tard: « J'ai trouvé les hommes en forme, ils se moquaient gentiment de moi, me disant que je n'avais pas de raison de m'inquiéter. » Nous sommes le jour J. Le destin de la guerre est en jeu. 1 demi-million de soldats, soutenus par des millions d'autres, se retrouvent face à une mer déchaînée. Les troupes canadiennes et américaines débarquèrent sur les plages françaises de la Manche. Les premiers moments fatidiques passés, les troupes alliées commencèrent à tenir le sol français. Une semaine après le débarquement, le commandant pouvait dire à la vaste armée sous ses ordres: « Ce que vous avez accompli ces derniers 7 jours de campagne est allé au-delà de mes plus hautes espérances. » Moins de 2 mois après le débarquement, les forces alliées sortaient du périmètre de la tête de pont et entraient dans le bocage autour de Saint-Lô. Puis commença la poursuite dramatique des troupes blindées du général George Patton à travers le cœur de la France. Et la grande marche triomphale à travers Paris, après sa libération, par des troupes françaises et les soldats américains de la 5e armée. Au-delà de Paris, restait la libération de la Belgique et la lutte mètre par mètre par-delà la frontière allemande. L'avancée vers la victoire fut bloquée par la contre-offensive des nazis dans la forêt des Ardennes, connue sous le nom de bataille des Ardennes.
Pendant plusieurs semaines sombres, l'ennemi, aidé par des conditions climatiques extrêmes, attaqua et isola les forces alliées. Le général Eisenhower demanda à toutes ses troupes d'atteindre de nouveaux sommets de courage et d'effort. Les hommes assiégés tinrent courageusement et commencèrent à repousser l'ennemi. Désormais, le commandant suprême s'attendait à ce que la résistance nazie continue de s'écrouler. Avec la traversée du pont de Remagen en mars 1945, le cœur de la défense nazie fut percé. Cependant, il restait une tâche substantielle, nettoyer le secteur à l'ouest du Rhin et prendre en charge la foule des soldats allemands qui se rendaient. La joie de l'approche de la victoire fut ressentie par le commandant et ses GIs. Finalement, le 7 mai 1945, la victoire arriva avec la reddition allemande. Pendant que le monde proclamait ses exploits, Dwight Eisenhower parlait à tous ceux qu'il pensait responsables de la victoire alliée. I have the proud privilege of speaking for a victorious army of almost 5 million fighting men. They, and the women who have so ably assisted them, constitute the Allied expeditionary forces that have liberated Western Europe. They have captured or destroyed enemy armies totaling more than their own strength. Merely to name my principal subordinates in the Canadian, French, American, and British forces is to present a picture of the utmost in efficiency, skill, loyalty, and devotion to duty. The United Nations will gratefully remember Tedder, Montgomery, Spaatz, Bradley, DeLotte, Creer, and many others. But all these agree with me in the selection of the truly heroic figure of this war. He is G.I. Joe and his counterpart in the air, the Navy, and the merchant marine of every one of the United Nations. He has braved the dangers of U-boat infested seas. He has surmounted charges into desperately defended beaches. He has fought his tedious, patient way through the ultimate in fortified zones. He has endured cold, hunger, fatigue. His companion has been danger. Death has dogged his footsteps. He and his platoon commanders have given us an example of loyalty, devotion to duty, and indomitable courage that will live in our hearts as long as we admire those qualities in men. Pourquoi Eisenhower était si respecté par le peuple britannique? Ike était le commandant de la coalition. Son travail était de s'assurer que la Deuxième Guerre mondiale n'était pas juste un show à l'américaine, mais un combat dans lequel les Américains se battaient main dans la main avec les troupes alliées. Avec la fin de la croisade européenne, commença un long et heureux retour au pays. Pour Dwight Eisenhower, cette route était pavée des hurrahs des peuples des pays alliés. Dans son propre pays, un accueil de héros attendait l'enfant chéri des Américains. L'histoire de Dwight Eisenhower aurait pu se terminer sur cette note de triomphe et les acclamations pour un travail remarquablement accompli. Mais l'Amérique avait d'autres tâches à confier à son soldat préféré. Eisenhower succéda au général Marshall comme premier chef d'état-major de l'armée de l'après-guerre. Il pensait qu'un des grands piliers de la paix dans le monde était une Amérique forte. Il visita les troupes postées à travers le monde pour montrer le sens des responsabilités croissantes de l'Amérique envers le globe. Il dit « Nous devons rester les premiers défenseurs de ceux qui cherchent à vivre en paix avec leurs voisins. » Finalement, le 7 février 1948, le général d'Abilène quitta le service militaire actif après 36 années au service de son pays.
mais il ne quittera pas sa participation active dans la vie de la nation. Il accepta la proposition de la grande université de Columbia qui lui offrait la fonction de président, ce qui lui donnait, du moins il le pensait, l'opportunité de consacrer le reste de sa vie au défi de l'enseignement. Les événements de l'après-guerre en ont décidé autrement. La nécessité urgente d'unir le monde libre mena à l'OTAN, organisation du traité de l'Atlantique Nord. Et il fut évident tout de suite que le seul homme capable de faire fonctionner cette organisation vitale et compliquée était Dwight Eisenhower. À la fin de 1950, il répondit une fois de plus à l'appel de son pays, sur le sol de l'Europe, pour assumer le commandement des armées de l'OTAN. Contre une nouvelle menace soviétique, qui fut autrefois son allié, il fallait qu'il crée, dans l'âme européenne fatiguée de la guerre, une volonté de se défendre. Pendant plus d'1 an, il travailla dur à construire cette coalition. Quand il rendit les rênes au général Matthew Ridgway, l'unité militaire était établie parmi les pays libres pour que l'espoir d'une paix durable s'installe. Une fois de plus, une belle victoire derrière lui, sa carrière publique aurait pu se terminer là. Et dans un certain sens, c'est ce qui arriva avec la fin du chapitre de l'histoire du soldat Eisenhower. C'est l'histoire qui a écrit la vie de Eisenhower, l'homme d'État qui a guidé sa nation vers une période de prospérité et de bien-être inégalée, qui a apporté à son pays la grandeur en temps de paix comme en temps de guerre. Les vies du guerrier et de l'homme d'État peuvent sembler séparées, mais elles ne font qu'une et appartiennent au même homme. Un homme remarquable, une vie remarquable. Dwight David Eisenhower, un héros. With this war winding down, it is time to consider the heroes of the battle against tyranny. In a sense, all the men and women who contributed to the defeat of the Nazis in Europe and who are contributing to the defeat of the Japanese in the Pacific are heroes. The farmers in the field, the riveters on the line, and the kids rounding up scrap metal for the smelters have all sacrificed for the common good, giving of themselves above and beyond the call of duty. But in battle, there is a different sort of heroism, because in battle there is not just personal inconvenience to overcome, but also the possibility of death and dismemberment, of total sacrifice. To become a hero in battle, it is necessary to put the communal cause ahead of the individual's most basic instinct, survival. As the war ends, hundreds of thousands of Americans are returning home as decorated veterans, the ribbons on their chests barely hinting at their accomplishments. They are, almost literally, the kids next door, torn from peacetime normalcy to fight a war not of their own making. Almost to a man, they have risen to the occasion, fighting not for the glory, but for the good, asking little in return but the chance, eventually, to return home and resume their previous lives.
As time passes, their tales will be told. Grandchildren at fireside will hear how they charged into enemy fire, fought without rest for weeks or even months at a stretch, and reached out with a hand of kindness to a continent in ruins. In a war this vast, extraordinary heroism becomes almost a common thing. But among those many veterans, there will be a few, a bare handful really, who return wearing the nation's highest commendation, the Congressional Medal of Honor. The recipients of that award are anything but common. Men whose bravery and selflessness in battle are so great that they demand to be recognized not just by units or branches or states, but by the nation as a whole. In 1862, Congress authorized the casting of a medal to be given to non-commissioned officers and privates as shall most distinguish themselves by their gallantry in action during the present insurrection. A year later, officers were made eligible for the decoration, which is awarded based on 8 criteria: setting a personal example under fire that inspires other men, devotion to duty under fire, accepting danger, saving life, overcoming one's injuries, defeating great odds, taking command, and seizing the opportunity to strike a blow at the enemy. So that the medal will not be denigrated by petty second-guessing, the records upon which the decisions are made are destroyed, but a few things about the awards process are known. Traditionally, it is necessary that a recipient's heroic acts be witnessed by 3 or more people. Statements by those witnesses are reviewed at the division level, and if the actions described seem distinctly and undeniably heroic, the information is then bumped up the chain of command. At every level, Corps, Army, theater, details of the events in question are analyzed, a process designed to preserve the sanctity of the Medal of Honor. Finally, with the facts of a case known and put in perspective, a decision is rendered and a recommendation is made to Congress. It has been said that some men are born great, that some achieve greatness, and that others have it thrust upon them. In this war, the winners of the Congressional Medal of Honor would seem to be all 3. They have been thrust into impossible situations, and in those situations they achieve that which must have been born into them. The ability to recognize what needs to be done and to carry through without allowing the noise of basic survival instincts to break their concentration. It is for that they are recognized heroes among heroes, at long last, marching toward home.